Bonjour à tous et bienvenue à la 6e vidéo de cette série consacrée à la mécanique analytique. Moi c'est Martin Rémy et aujourd'hui nous avons le plaisir de voir quelques applications. Bon, une application très simple du formalisme lagrangien et du principe des moindres actions. Le pendule simple tel que nous le connaissons, il est là représenté sur ce schéma. Nous avons une masse M qui est accrochée à un fil et qui lui est relié à un support fixe. Nous allons appliquer le formalisme lagrangien dans un premier temps et le principe des moindres actions dans un second temps. Formalisme lagrangien. Ici, on va appliquer la forme 2. Dérivée par rapport au temps de la dérivée de la fonction de Lagrange par rapport à QI point moins dérivée de L par rapport à QI égale 0. Il est à noter que ceci est un ensemble d'équations parce que pour chaque QI, nous avons une équation. Ça veut dire que si notre système dépend de Q1, Q2 et Q3, alors nous aurons trois équations différentielles de cette forme. Donc nous aurons dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à Q1 point, moins dérivée de L par rapport à Q1 égale à 0. Pareil pour Q2, pareil pour Q3. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans notre cas. On va donc déterminer, on sait que QI, c'est la coordonnée généralisée, et QI point, c'est la vitesse généralisée. On va déterminer d'abord le nombre de coordonnées généralisées qu'on a dans notre système et ce qu'on peut utiliser comme coordonnées généralisées. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? La coordonnée généralisée, les coordonnées généralisées sont juste quoi? Les coordonnées généralisées sont juste des paramètres indépendants dont dépend le repérage de notre système mécanique. Repérer notre système mécanique que voici revient simplement à repérer notre masse M. Ça veut dire qu'ici, nous aurons besoin de définir notre vecteur position. Si on part de O pour M, que je vais appeler grand M ici, ceci c'est juste la masse, ok. Donc de O à grand M, on définit d'abord notre système d'axe qui est déjà défini là. J'ai X dans ce sens et Y dans le sens descendant. J'ai OM qui sera simplement égal à quoi? OM qui sera égal à X EX, X, on peut dire X de M EX, plus Y de M EY. Maintenant, X de M, donc si on essaye de projeter, on va voir qu'en fait, θ qui est là, on a également θ qui se retrouve ici. Du coup, X de M, en fait, c'est encore sinus θ simplement. Donc, j'ai sinus θ, L sinus θ, pardon, L sinus θ porté par EX. Pourquoi? Parce que si je mets sinus θ, j'aurai sinus θ qui est simplement égal à X de M sur L. Pareil, cos θ sera égal à cos θ sera égal à Y de M sur L. Y de M sur L. Mais comme on est suivant, oui, on est suivant EY, bon, ça veut dire que c'est bel et bien ça. Donc on a L sinus θ EX plus L cosinus θ EY. Voilà ce que nous avons comme vecteur position. On se rend compte évidemment que ceci, à partir de ce vecteur position, si on connaît θ, la valeur de θ, alors on a exactement notre position du point matériel M. Ça veut dire que notre position du point matériel M repose sur la seule connaissance de θ. Alors θ peut être prise ici comme étant coordonnée généralisée. Et où le degré de liberté sera la rotation de mon système fil-masse d'un angle θ autour de l'axe, on peut dire l'axe, autour de l'axe qui porte, l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire l'axe Z, on peut dire, l'axe Z. Donc, nous avons déjà notre variable, notre coordonnée généralisée qui est θ, et on aura bien sûr θ point qui sera notre vitesse généralisée. Donc, à partir de l'expression de OM, on peut remonter à l'expression de la vitesse. On sait que la vitesse sera simplement la dérivée de OM par rapport au temps. Du coup, j'aurai à dériver L sinus θ par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps de L sinus θ EX plus L cosinus θ EY.
On se rappelle de comment les dérivés fonctionnent, sinus, cosinus, moins sinus, moins cosinus. On dérive en ce sens. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que j'obtiens? Je sais que θ, c'est une fonction du temps. Alors, lorsque je vais dériver ceci, je vais dériver d'abord la fonction par rapport à θ avant de dériver θ par rapport au temps. Donc, dérivé de sinus θ, par exemple, de L sinus θ sera simplement, bon, L c'est une constante. Je dérive sinus θ par rapport à θ, ce qui me donne cos θ, et je dérive θ par rapport au temps, donc j'aurai L θ point cosinus θ porté par EX, plus ici maintenant, quand je vais dériver cosinus θ par rapport à θ, j'aurai moins sinus θ, donc j'ai moins L sinus θ. Bon, je vais d'abord mettre le θ point, et là j'ai sinus θ porté par EY. Vous voyez bien que j'ai L θ point, facteur de cos θ EX, moins sinus θ EY. À partir de ceci, je peux déjà déduire l'énergie cinétique. Je sais que mon énergie cinétique, c'est tout simplement 1/2 de mv carré. Et ceci ne sera rien d'autre que 1/2 de m fois v carré sera L carré, θ point carré, fois la norme de ce vecteur, c'est-à-dire cos carré θ plus sinus carré θ. Or, cos carré θ plus sinus carré θ, c'est 1. Je me retrouve donc avec t qui est simplement égal à 1/2 de ml carré θ point carré. Maintenant, qu'en est-il pour l'énergie potentielle? L'énergie potentielle, comment est-ce qu'on va la déterminer? Alors, pour l'énergie potentielle, on va se baser à peu près sur une notion, comme exactement en électrostatique, on sait que E, par exemple, c'est moins gradient de V. Alors, ici, la force potentielle que nous avons, c'est le poids, qu'on pourra écrire simplement comme étant moins gradient d'une énergie potentielle de pesanteur. Notre poids est dirigé suivant Y, donc on aura simplement, donc ceci va nous mener à avoir mg porté par EY, et comme c'est suivant EY, le gradient, sa composante, c'est simplement moins dérivé de EP. Bon, on a l'habitude, on a dit T moins U, on va l'appeler U. Donc cette énergie potentielle, on va l'appeler U. Donc, moins dérivé de U par rapport, comme nous sommes souvent Y, par rapport à Y, EY. Alors, je peux écrire mg, quand je projette sur Y, égale à moins dérivé de U par rapport à Y. Ce qui veut dire, alors, que j'ai U qui est égal à moins mg y de m plus une constante. Or, y de m, je suis bien conscient que c'est L cosinus θ. Ça veut dire que ceci, c'est encore moins mg L cosinus θ. Je sais également que, bon, il y a la constante, mais lorsque j'aurai à dériver cela par rapport au temps, par exemple, par rapport à des variables et une constante, ça ne va pas nous aider, donc on peut se foutre d'elle. On peut la poser égale 0. Ça n'aura aucune influence sur l'étude de la dynamique de mon système. Maintenant, je vais déterminer dérivée de L par rapport à QI point et dérivée de L par rapport à QI. Donc, je peux venir là. La dérivée de L par rapport à QI point. QI point ici, c'est θ point. Ça veut dire que j'ai dérivé de L par rapport à θ point, qui sera simplement, bon, il faudrait déjà écrire L. L égale à T moins U, qui sera simplement égal à T 1/2 de ml carré θ point carré moins U, c'est-à-dire plus mgl cos θ. Voilà notre Lagrangien. Et ici, on va déterminer dérivée de L par rapport à θ point. On se rend compte que directement, lorsqu'on va dériver L par rapport à θ point, on aura ml carré θ point. Parce qu'il y a le 2 qui va multiplier le 1/2. Dérivée de L, quant à lui, par rapport à θ, ne sera rien d'autre que m. Alors on va dériver cosinus θ par rapport à θ. Du coup, j'aurai moins mgl sinus θ. À partir de ceci, je peux remonter maintenant à l'écriture de l'équation de Lagrange pour déduire mon équation du mouvement.
Ça veut dire que ceci, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Ceci me permet d'avoir, donc, si on peut se débarrasser de ceci, parce qu'on a quasiment fini avec. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici-bas? Dérivée par rapport au temps. Dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à QI point sera simplement, donc j'aurai la dérivée par rapport au temps de la dérivée de L par rapport à θ point moins la dérivée de L par rapport à θ qui sera égale à 0. Alors, tout ce qu'il faut faire ici, c'est juste calculer ce qui est déjà là. Il y en a déjà certaines quantités qui sont déjà calculées, donc la tâche sera vraiment facilitée. Là, nous avons la dérivée par rapport au temps de ml carré θ point. On sait que ml carré, c'est constant. Il n'y a que θ point qui varie dans le temps. Ça veut dire que ceci, c'est encore tout simplement, si on peut se permettre, ceci, c'est encore tout simplement ml carré θ point. Et ici, j'ai moins, ceci moins mgl, ça fait plus mgl sinus θ égale 0. Et à partir d'ici, si je simplifie par ml carré, j'obtiens bien l'équation θ point plus g sur L sinus θ égale 0. Vous voyez qu'ici, à partir du formalisme lagrangien, j'ai bien obtenu l'équation qui régit la dynamique d'un pendule simple. Maintenant, nous allons faire de même, mais en utilisant plutôt le principe des moindres actions. Je perds des informations. Donc, si on se souvient bien, on avait A qui devait être égal à moins intégrale de T0 à T1 de ml carré. Donc, si vous voulez revoir ce qu'il y avait, vous pouvez juste faire un retour en arrière. Donc, vous auriez m moins intégrale de ml carré θ point delta θ dt. Parce que le premier terme, il s'annulait. Le premier terme, il s'annulait tout simplement. Pourquoi? Il s'annulait parce que, qu'est-ce qu'on avait? Je pense qu'on avait un truc comme ml carré θ point delta θ qu'on devait prendre entre T1, entre T0 et T1. Lorsqu'on va remplacer θ soit par T1, soit par T0, vu que le temps est figé, ceci va s'annuler et on reste avec ça. Maintenant, quand on revient dans l'équation de base qu'on avait où il y avait à calculer ceci, on aura simplement l'intégrale de T0 à T1 de, si je me souviens bien, c'était moins m, oui, moins m gl sinus θ delta θ dt plus maintenant a. Or, a est égal à ceci, ça veut dire qu'on a moins intégrale de T0 à T1 de ml carré θ point delta θ dt qui est simplement égal à 0. Maintenant, on a l'intégrale de T0 à T1 de quoi? De moins mgl sinus θ. On peut simplifier les moins, tout ça. On reste avec plus ml carré θ point delta θ dt égale 0. Voilà ce que nous avons. Et une fois que nous avons ça, on va maintenant égaler ceci à 0. Parce que si cette sommation est nulle, ça implique forcément que ceci est nul. Car ça ne peut pas être nul. Du coup, on retrouve bien mgl sinus θ plus ml carré θ point égale à 0. Et ceci, lorsqu'on va diviser l'équation par ml carré, on va bien retrouver par le principe des moindres actions θ point plus g sur L sinus θ égale 0. Donc vous voyez bien que ces formalismes nous permettent d'avoir ce qu'on obtenait en appliquant les lois de Newton, donc peut-être somme des moments égale à j delta θ point ou encore somme des forces égale à ma tout simplement. Donc ce sont des formalismes vérifiés pour des systèmes mécaniques dont nous avons l'usage de déterminer l'équation du mouvement. Ce sera tout pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous
À la prochaine, Rémi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager à tous ceux à qui ça peut aider. Sur ce, je vous dis au revoir. Portez-vous bien. Bye bye.